Je suis heureux de vous recevoir donc pour cette 12e Université d'été d'Academia Christiana. Alors pour commencer un petit peu et introduire cette première journée d'Université d'été après la messe, après la présentation des lieux, eh bien je vais faire déjà un petit bilan, un bilan de l'année, un bilan peut-être de voilà l'état globalement de notre pays, voilà du monde dans lequel nous vivons. Le but de ce bilan, il est peut-être voilà, déjà de faire un état des lieux en début d'université d'été, de faire le point, parce que certains d'entre vous, nous nous sommes vus l'an dernier, des choses ont pu évoluer, et voilà, de regarder la situation de notre pays le plus objectivement possible, sans un pessimisme excessif, sans non plus un optimisme qui nous conduirait à l'illusion. Alors je pense que vous avez tous été frappés durant cette année 2023-2024, après la suite de l'été dernier, où nous étions retrouvés pour une grande partie d'entre nous. Nous avons sans doute ressenti, et pas que ressenti, assisté même, à une montée en intensité des violences de la société, que ce soit des coups de couteau, des assassinats, des viols et des choses pires encore. J'ai été frappé, moi, cette année, il m'est arrivé plusieurs fois de voyager dans différentes villes de France pour donner des conférences pour Academia Christiana, pour des sessions de formation. Et ce qui m'a frappé, alors je suis peut-être un observateur naïf et pas suffisamment urbain pour me rendre compte de tout ça, mais à chaque fois que j'allais dans une ville moyenne, que ce soit Nantes, que ce soit Toulouse, que ce soit Avignon, etc., eh bien, de voir comme une forme de recrudescence du trafic de drogue à ciel ouvert, à n'importe quelle heure de la journée, et avec tout ce qui accompagne en termes de nuisance ce trafic de drogue, donc des gens effectivement en manque ou sous emprise, qui déambulent dans les rues et qui sont imprévisibles dans leur conduite. Et l'impression générale que j'ai eue en traversant différentes villes de France, on va dire ces villes moyennes, c'est une recomposition un petit peu du territoire entre des zones qu'on pourrait qualifier de dangereuses ou d'occupées et des zones plus paisibles dans lesquelles finalement la vie continue comme si de rien n'était, dans laquelle il y a des terrasses de café, des gens souriants à bonne allure à ces terrasses, dans laquelle les boutiques, les commerces sont agréables. Et à côté de ça, eh bien, des zones où les commerces sont fermés, où on vend de la drogue à ciel ouvert, où finalement le pays devient de moins en moins sûr. Pour vous raconter une anecdote, j'étais la semaine dernière en vacances en Italie, dans une ville particulièrement criminogène qui est la ville de Naples. Et lorsque je suis rentré en France, en transit à la gare du Mans, je me sentais plus en insécurité à la gare du Mans que dans les rues de Naples, même à des heures très tardives de la nuit, dans des petites ruelles avec mon épouse. Donc je pense que ce qui marque peut-être notre génération, c'est que, et quand je dis notre génération, c'est même d'ailleurs nos contemporains au sens large, les Français, et en particulier les plus jeunes, que l'époque de l'insouciance est en un sens finie. C'est-à-dire qu'en gros, on sait très bien qu'en gros, dès qu'on sort le soir, en particulier, je pense, quand on est une fille, eh bien qu'il y a des risques, qu'on n'est jamais à l'abri, finalement, d'une situation qui dégénère. Et tout ça que, finalement, on nourrit, dans notre pays, de manière générale, un sentiment d'insécurité, d'isolement, d'être finalement une vie un peu sous stress permanente. Ce qui a été aussi marquant cette année, pas forcément plus cette année que l'année précédente, mais on va dire que ça va toujours crescendo, hein, c'est la montée, effectivement, de ce qu'on peut appeler cette vague, ce phénomène woke. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il est toujours extrêmement riche en ressources. C'est-à-dire qu'on se dit à un moment donné, en fait, ils ont touché le maximum, mais en fait, ils sont quand même toujours capables d'inventer des choses encore plus folles qu'on n'aurait même pas pu imaginer auparavant. Hein. On peut dire déjà que le point du changement de sexe ou d'une personne non genrée, c'était déjà quelque chose d'assez absurde pour le commun des mortels. Mais non, on a des nouvelles revendications, le congé menstruel. On a un étudiant au Canada qui a été condamné pour avoir osé dire qu'il n'y avait que deux genres. Il y a évidemment cette fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui nous a tous marqués et régalés. Et par rapport à ça, finalement, on voit que petit à petit, cette culture qui est subventionnée ne se cache de moins en moins. Finalement, en gros, on pouvait avoir l'impression au début qu'il y avait certains délires réservés
un petit groupe, un petit nombre, mais finalement, voilà, quand ces gens sont sur le devant de la scène, eh bien, ils n'ont aucun scrupule à imposer en quelque sorte leurs obsessions, leur folie à l'ensemble de la population. Et si nous avons été nombreux à nous offenser de ces spectacles fort laids, et c'est effectivement normal parce que c'est offensant, mais il ne faut pas oublier que le fait de simplement dénoncer une subversion n'est pas le remède suffisant. On peut vociférer, mais je pense qu'on est beaucoup plus constructif en bâtissant. D'autre part, ce qui m'a marqué cette année, c'est justement que face à ce phénomène du wokisme, un certain nombre de réactions commencent de plus en plus à s'élever. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le monde américain, mais on voit que outre-Atlantique, beaucoup de catholiques, et même au sens large, on va dire des esprits plutôt conservateurs, se sont élevés et ont monté de plus en plus d'initiatives de résistance et même, on va dire, de contre-culture face au wokisme. Et c'est du sabayen dans une bien moindre mesure un petit peu le cas en France. Et puis, ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est que ce courant, qu'on appelle le wokisme, fonctionne sur un principe d'autodestruction en dénonçant en permanence tous ceux qui ne sont pas suffisamment purs. Et donc, finalement, petit à petit, il y a des purges permanentes, en fait, comme dans toutes les idéologies. Hein, pensez à l'histoire de l'époque soviétique, hein, où finalement, tous ceux qui n'avaient pas été suffisamment on va dire, suffisamment communiste, suffisamment bolchevique, hein, petit à petit étaient suspects de trahison à l'égard de la pureté idéologique et finissaient en camp, etc. Finalement, dans le wokisme, on a un petit peu le même processus, hein, c'est que petit à petit, on élimine au fur et à mesure tous ceux qui ne vont pas jusqu'au bout. Et voilà, bon, ça peut, de sa manière, être rassurant en se disant que finalement, cette idéologie finira bien par s'autodétruire. Autre événement marquant de l'année, et en particulier pour nous ici à Academia Christiana, ça a été ce phénomène de la dissolution d'Academia Christiana qui n'a pas eu lieu, parce que sinon nous serions là tous dans l'illégalité. Alors, ça pourrait être rigolo, mais on va pas pousser pour l'instant tout le monde à faire ce genre de choses. Donc je reprends un petit peu les faits pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi cet épisode. En décembre 2023, la porte de mon domicile sonne. C'est, je crois, mon fils de 8 ans qui ouvre. Et il vient me prévenir, j'étais en train de travailler dans mon bureau, que des gendarmes voulaient me voir. Au début, je ne le croyais pas. Et on me remet, voilà, donc 4 gendarmes armés me remettent devant ma femme et mes enfants un courrier du ministère de l'Intérieur notifiant l'intention de vouloir dissoudre notre association. Donc, et préciser dans cette procédure qui est cadrée par le droit qu'il y a 10 jours de délai pour faire parvenir un certain nombre d'observations à la direction des libertés publiques et au bout de ces 10 jours, une décision est prise de dissoudre ou non l'association en question. Mais, surprise, 5 jours plus tard, je me souviens, c'était le lendemain d'une session de formation à l'Academia Christiana à Paris, enfin le soir même, le dimanche soir, Gérald Darmanin donc, annonce dans les médias l'intention de dissoudre Academia Christiana. Le lendemain, sur CNews, il nous reproche des faits totalement lunaires et qui ne pouvaient nous être imputés en aucune façon de près ou de loin. Et puis, grâce à vous, je pense, grâce à vos prières, grâce à votre soutien sur les réseaux sociaux, grâce aussi à la sympathie de certains médias, grâce à nos avocats, grâce à toutes ces œuvres, et en particulier, je pense à prière, eh bien, finalement, cette dissolution n'a pas eu lieu. On a reçu une notification du ministère indiquant que la procédure n'aboutirait pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet épisode ? Premièrement, c'est que le gouvernement peut jouer sur 2 tableaux, c'est-à-dire à la fois dissoudre des associations dites de droite, conservatrices, catholiques ou ce que vous voulez, et en même temps dissoudre donc d'autres associations écologistes, islamistes, pro-palestiniennes, etc. Et en fait, ça permet de cette manière, encore une fois, d'assurer une forme de communication publique et puis d'abuser aussi de son autorité pour verrouiller toute forme d'opposition, même une opposition non violente comme celle d'Academia Christiana. Alors je pense que ce qu'il faut retenir aussi, et je dis ça pour ceux qui pourraient à l'avenir dans d'autres formes d'associations se retrouver ou en tout cas dans d'autres types de persécutions, on pourrait dire judiciaires du système, eh bien de ne pas se laisser faire. Je pense que moi d'ailleurs ça a été mon cas au début, je pensais vraiment abandonner et passer à autre chose et développer une autre œuvre différente.
Et c'est ce que bien des amis, des camarades engagés dans différentes formes d'organisation m'ont dit effectivement, eh bien, de ne pas abandonner, de me battre en utilisant le droit. Et effectivement, on voit que l'ensemble de ces facteurs a permis eh bien, de nous donner un gage pour continuer à travailler et à espérer. Autre phénomène marquant de cette année, c'est la constitutionnalisation de l'avortement donc dans la loi. Évidemment, cette constitutionnalisation est inutile, mais elle est symbolique. Parce que c'est pas en rentrant l'avortement dans la Constitution qu'on va faciliter ou faire même augmenter le nombre d'avortements. Depuis déjà des années, le droit à l'avortement a été simplifié. La loi n'a cessé d'encourager l'avortement, de pénaliser toute forme de critique de l'avortement. Mais pourquoi cette affaire est symbolique? Eh bien, d'une part parce que la Constitution dans la République, c'est un symbole. C'est la loi la plus élevée. C'est la loi qui est en quelque sorte sacrée. Et choisir donc de faire de l'avortement un des éléments de la Constitution, c'est montrer finalement que l'avortement est constitutionnel dans la République française. Donc ça fait partie finalement des lois fondamentales du royaume. C'est quand même un symbole, je trouve, assez étrange et très fort. Et d'autre part, je pense qu'il s'agissait aussi évidemment, encore une fois, d'un coup médiatique pour occuper les esprits et les commentateurs en tout genre, pendant que la France continue de s'enfoncer dans le pourrissement généralisé jour après jour. Même si, comme on dit, la République gouverne mal, elle est toujours très forte pour proposer des mesures symboliques et finalement d'essayer de divertir l'opinion pour cacher finalement d'autres problèmes plus graves. Cette année, elle a été aussi marquée par la prolongation de conflits militaires d'envergure sur le sol européen, au Moyen-Orient. Et cela nous montre encore une fois, d'une part, que la géopolitique fait toujours partie des réalités majeures de notre monde, que, on pourrait dire, l'empire américain voit son autorité et sa légitimité menacée en un sens par des puissances comme celle de la Russie, et que l'Europe se retrouve toujours valet de la puissance américaine. Mais au-delà de cette partie d'échec, de toutes ces discussions peut-être oiseuses que nous pourrions avoir sur la géopolitique, ce sont des vies humaines qui sont en jeu, qui sont sacrifiées, pendant, encore une fois, que les États-Unis, eux, restent à l'abri des bombes. Et puis, d'autre part, à travers ces conflits militaires se joue aussi un embrasement plus important. On voit bien que le conflit israélo-palestinien, par exemple, a eu des retentissements très concrets sur les pays occidentaux. Ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est que les peuples qui se battent aujourd'hui, quoi qu'on en pense, quelle que soit la cause qu'ils défendent, que ce soit les soldats du Hamas, ou des Ukrainiens, ou même encore des Russes, ce sont des guerriers qui n'ont pas peur de la mort. Et que justement, la détermination de ces hommes, lorsqu'ils sont des volontaires, est incompréhensible aux yeux de l'Occident. Nous, nos peuples, malheureusement, ne cherchent que le confort, l'opulence, les richesses, et la guerre devient quelque chose d'absolument incompréhensible. Nos responsables politiques se préparent à la guerre, finalement, uniquement à travers des outils technologiques, à travers des solutions techniques et économiques, mais ils n'ont pas compris, finalement, que le facteur religieux, que le facteur identitaire, que le facteur démographique était un enjeu déterminant dans les jeux de pouvoir géopolitiques à l'échelle mondiale. Autre phénomène, et qui touche en particulier, je pense, les étudiants et jeunes professionnels que nous sommes, eh bien, c'est le prix de l'énergie qui a augmenté chaque année en France depuis déjà quelques années. On considère que les économistes nous disent qu'il a augmenté de 23% tous les ans, que cette inflation touche en particulier les denrées alimentaires, que les prix de l'énergie, même s'ils n'augmentent plus aussi fortement que l'année précédente, continuent d'augmenter, et que petit à petit, finalement, c'est tout un peuple qui se précarise. C'est finalement les générations qui suivent, qui sont moins riches, qui vivent dans moins d'opulence que celles qui les ont précédées. Ceux qui subissent de plein fouet cette crise de la manière la plus virulente, ce sont avant tout les PME, les dirigeants
de petites entreprises, la classe moyenne. Mais n'oublions pas non plus, et ça c'est quand même aussi un point important quand on voyage, on se rend compte que notre pays reste, dans tous les pays d'Europe, un des pays dans lesquels il y a encore une certaine forme de prospérité. On a du mal peut-être même si on sent effectivement une forme de déclassement, une forme de déclin, n'oublions pas qu'au Portugal, en Italie, en Espagne, des jeunes qui ont votre âge vivent souvent dans des conditions bien moins bonnes. Autre événement qui a été marquant dans cette actualité récente, ce sont les élections européennes puis législatives. Alors cette séquence électorale, elle est surprenante à plusieurs niveaux. D'une part parce que les scores atteints par des partis dits patriotes ou conservateurs n'ont jamais été aussi élevés dans l'ensemble de l'Europe. Même si on voit effectivement qu'en Europe de l'Est, ils sont moins élevés que d'habitude, en tout cas que la progression est moins forte, en Europe de l'Ouest, justement, elle est de plus en plus forte. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que l'ensemble des peuples d'Europe sont de plus en plus confrontés aux mêmes problématiques, à ces problématiques d'insécurité, à ces problématiques d'identité, à des problématiques aussi de paupérisation, de déclin, de perte de confiance finalement dans un destin commun, dans une histoire. Et tout ça finalement se ressent de manière électorale. Ce qui était plus surprenant encore, c'est l'issue de ces élections européennes en France, où notre président de la République semble au premier abord pris d'un coup de tête, d'une forme de réaction un petit peu spontanée et irréfléchie, et en fait qui, quand on regarde les choses maintenant avec du recul, s'avère être un coup stratégique d'une grande finesse. Eh bien, on voit que ce président arrive finalement à garder le pouvoir. Et quand je dis ce président, en réalité, c'est une oligarchie dont il est la face finalement visible. En maintenant un pays dans des situations chaotiques. C'est-à-dire qu'en fait, cette dialectique le chaos où le président Emmanuel Macron fonctionne dans notre pays. Pour combien de temps encore, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit bien qu'elle a fonctionné lors des précédentes élections. Ces élections législatives anticipées ont été aussi le spectacle affligeant, excusez-moi, d'une grande partie de la droite conservatrice française, qui s'est parfois ridiculisé dans des divisions, dans des trahisons, dans toute forme de petits jeux très puérils et qui n'étaient évidemment pas à la hauteur des enjeux en question, mais aussi des surprises. On peut en penser ce qu'on veut, hein, mais cette alliance entre un cadre du parti Les Républicains et le Rassemblement National est quelque chose d'inédit d'un point de vue factuel dans l'histoire politique française de ces dernières décennies. On voit une figure, Serge Klarsfeld, l'avocat chasseur de nazis par excellence, grande figure de la lutte contre l'antisémitisme, qui annonce qu'il préférera voter pour le Rassemblement National plutôt que pour la France Insoumise au second tour. Ce sont des choses qui, en tout cas pour ceux qui, comme moi, ont déjà peut-être 20 ans d'observation de vie politique, ce sont des choses totalement inédites, totalement nouvelles. Donc, malgré tout, même si le Rassemblement National n'a pas atteint les scores qu'il espérait et que sans doute d'autres aussi parmi nous espéraient, néanmoins, on voit quand même qu'il y a des scores qui sont quand même plus importants qu'ils l'ont été par le passé. Et puis, malgré une propagande massive de fonds républicains, de désistement, etc., que la défaite n'est pas si importante que ça. Et vous le savez peut-être, pour ceux qui suivent Academia Christiana régulièrement, en venant à nos événements, en suivant nos conférences, en écoutant nos podcasts, que Academia Christiana, c'est pas un dogme, hein, ça fait partie d'une opinion, on va dire, assez partagée, mais qui est tout à fait discutable et en débat. Nous sommes nombreux à penser que l'électoralisme n'est à la fois ni une solution, mais non plus le fléau qu'il faudrait combattre en priorité. Je pense, à titre personnel, que l'apparition dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale de députés, on va dire, plus conservateurs, plus à droite et plus en nombre, ne fera jamais en soi de mal en tant que tel à nos idées. En revanche, ce qui serait dangereux, ce serait d'attendre des hommes politiques ce qu'on n'est pas en mesure d'attendre d'eux. Et on sera toujours déçu d'une certaine manière si on attend trop des élus, parce que leur rôle en question dans la période dans laquelle nous vivons, c'est simplement peut-être de faciliter un certain nombre de choses qui vont dans le sens du bien commun, mais en aucun cas de jouer un rôle héroïque. On a assisté aussi dans cette séquence électorale au grand retour de la gauche.
et capable de s'unir malgré des divisions idéologiques profondes, malgré des ambitions aussi qui sont parfois antagonistes, mais à chaque fois, la gauche est capable finalement de mettre sous le boisseau ses querelles et ses luttes intestines pour faire front commun. C'est aussi l'arrivée de l'antifascisme dans l'hémicycle parlementaire. Et on voit, ce qu'on peut retenir, c'est que la gauche n'a en aucun cas les scrupules de la droite. C'est qu'elle assume sa radicalité, c'est même qu'elle la revendique. Et c'est aussi la preuve, parce qu'on entend souvent ça dans nos milieux, que la victoire intellectuelle et culturelle de la droite est une vague fumisterie. Tous ceux qui disent ça sont des gens qui vivent dans une bulle et qui ont l'illusion finalement que tout le monde partage leurs idées, mais parce que tout simplement ils vivent dans un microcosme ou que les algorithmes des réseaux sociaux ne leur proposent que des personnes qui partagent leurs idées. Donc, la droite n'a pas gagné la bataille des idées et la gauche, finalement, a réussi à développer de nouveaux combats, que ce soit à la fois le wokisme, que ce soit la défense de la cause palestinienne, et puis finalement, petit à petit, à la fois des combats à chaque fois de plus en plus fous, qui séduisent d'une certaine manière de plus en plus de névrosés qui font partie de notre population. Donc qu'en retenir d'une certaine manière, c'est que le combat, en réalité, ne pourrait se contenter d'être uniquement politique. Je pense qu'un combat, un engagement, et celui qui est le nôtre et celui qu'on veut partager avec vous pendant cette semaine, eh bien, ça doit être un combat intégral, et en particulier, justement, un combat anthropologique. Et ce sera d'ailleurs le thème de cette universalité que de parler d'anthropologie, que de parler des vertus, que de parler finalement de reconquête de soi-même, de transformation d'un peuple à sa racine. Je finis avec, toujours sur l'actualité politique, les émeutes ethniques en Angleterre. Et cette réaction de nos cousins britanniques est effectivement très surprenante. Elle fait suite à des crimes qui ont été perpétrés à la fin du mois de juillet. Et on voit que très rarement, dans l'histoire récente, de tels événements, en tout cas ayant une telle ampleur, avaient eu lieu précédemment. Que ces luttes qui opposent principalement des hooligans et des bandes ethniques qui sont armées de couteaux font effectivement froid dans le dos. Mais il faut aussi retenir que ces réactions spontanées, que sont des émeutes, sont aussi imprévisibles, on pourrait dire, que la pluie ou je ne sais quel aléa météorologique. Il s'agit finalement de phénomènes psychologiques qui sont de l'ordre de la psychologie des foules et qu'on ne peut ni vraiment susciter en tant que tels, voilà, ce sont des événements qui interviennent de manière très aléatoire dans la vie politique et qui ne sont en aucun cas synonymes d'une révolution. Une révolte, ce n'est pas une révolution. Il y a dans l'histoire un certain nombre de révoltes et ces révoltes finalement finissent toujours par être matées avec des yeux crevés, avec des peines de prison, avec différents moyens coercitifs et qui font que la plupart du temps une émeute ne fait que sans doute préparer l'opinion à d'autres choses, sans doute réagir un certain nombre de personnes, prendre conscience. On peut penser aux gilets jaunes, on peut penser aux bonnets rouges, aux manifs pour tous, pour ceux qui ont connu ces épisodes-là. Mais une émeute, un soulèvement n'est pas une révolution. Et il est important de bien les distinguer. Alors, je voudrais parler aussi de l'actualité religieuse de notre pays. L'actualité ecclésiale est assez préoccupante. Vous vous souvenez sans doute du 16 juillet 2021, le pape François promulguait un motu proprio, Traditionis Custodes, qui a pour but donc de restreindre drastiquement la possibilité pour les prêtres de célébrer la messe traditionnelle. Et donc en France, ainsi que dans nombreux pays, des évêques ont appliqué à la lettre ce texte en limitant cette célébration, en interdisant aux prêtres diocésains de pouvoir célébrer dans l'ancien rite, en interdisant les sacrements dans l'ancien rite. Moi, j'ai vu autour de moi beaucoup de gens qui ont eu énormément de difficultés à pouvoir se marier en ayant la messe traditionnelle. On voit dans beaucoup de cas, que ce soit le cas du scoutisme, que ce soit le cas d'événements l'été où les églises sont fermées pour ceux qui souhaitent assister à la messe traditionnelle. On me racontait récemment là, que pour le cas du pèlerinage de Chartres, normalement l'année prochaine, enfin plutôt en 2025, donc oui, le prochain pèlerinage, la cathédrale Notre-Dame de Paris devrait être enfin restaurée et le pèlerinage, en toute logique, devrait, comme c'était le cas autrefois, partir de Notre-Dame
de Paris, mais actuellement Notre-Dame de Chrétienté est dans une phase de négociation très difficile pour que l'évêque, enfin le clergé diocésain accepte ce départ. C'est une situation extrêmement triste parce qu'on voit qu'à contrario, énormément d'églises sont vides, que la jeunesse se situe dans la tradition. Pensons aux 28 000 pèlerins cumulés qui ont marché dans les routes de Chartres dans un sens ou dans l'autre au moment de la Pentecôte. On voit que les ordinations dans les instituts traditionnels sont très importantes. Et pourtant, voilà, elles sont bloquées dans certains lieux. On peut penser aux missionnaires de la miséricorde divine à Toulon. On voit que voilà, il y a une forme de volonté de maintenir la tradition dans la marginalité, même si elle en sort d'elle-même, et d'humilier les quelques évêques courageux qui osent soutenir ce mouvement traditionnel. Donc ne désespérons pas non plus de cette situation, parce que pour, je pense, nombreux d'entre vous qui ont participé au pèlerinage de Chartres, vous avez vu qu'il y a un espoir dans ce pèlerinage. Il y a un espoir dans cette foule immense de jeunes, dont la moyenne d'âge, je crois, est de 23 ans, hein, et qui sont capables de se lever à 5 heures du matin, marcher 100 km dans le week-end, dormir dans des conditions souvent éprouvantes, et qui sont en plus, pour une grande partie d'entre eux, des jeunes qui ont découvert la religion, la foi dans l'année ou dans les quelques années qui précèdent. C'est un phénomène vraiment totalement nouveau dans notre pays. Je discutais au moment des Feux de la Saint-Jean d'Académie chrétienne avec l'abbé Raffray, qui me disait qu'il y a, voilà, il y a 7-8 ans, enfin, au début de son ministère de prêtre, quand il y avait un jeune qui se convertissait, c'était un peu un événement. Voilà, il le confiait à d'autres prêtres. Enfin, il s'en occupait énormément pour que ça se passe bien. Il dit aujourd'hui, j'ai presque 60 contacts par jour de jeunes qui me parlent de vouloir se convertir, etc. Il y a une forme de voilà. Donc c'est un phénomène vraiment nouveau, je pense, dans notre Église, et qui doit nous aider à garder l'espoir. D'autre part, d'un point de vue plus spirituel, on peut se dire que la vie du chrétien, de toute façon, est faite pour le combat, et qu'il faut accepter ce qui ne va pas. Il faut accepter que voilà, notre vie sera traversée par des épreuves, que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des situations peut-être pires que celles d'aujourd'hui. On peut penser à l'époque où les papes avaient plein d'enfants illégitimes. On peut penser à l'époque même où il y avait plusieurs papes. Enfin voilà, l'Église a connu, l'Église voilà, est faite d'hommes et elle a connu des crises. Je pense que d'un point de vue démographique, l'avenir est de notre côté. Quand on voit le nombre de jeunes convertis, le nombre de jeunes pratiquants qui pratiquent un catholicisme authentique, traditionnel, conservateur, et cette minorité, on pourrait dire moderniste, qui est un peu en fin de vie et qui sera, si Dieu le veut, dans la tombe dans les 20 prochaines années. Alors, je voudrais passer à un point suivant dans cette conférence d'introduction, qui est d'essayer de comprendre vraiment notre époque en prenant un petit peu de recul et de se dire, est-ce que nous vivons une époque pire que les autres? Est-ce que notre époque a quelque chose d'original par rapport aux autres époques? Déjà, quand on lit un petit peu l'histoire, quand on s'intéresse à l'histoire, même dans des temps très anciens comme ceux de l'Antiquité, on voit qu'en tout temps, hein, il y a eu des hommes qui considéraient leur époque comme l'époque du déclin, comme étant l'époque finalement la pire, une époque de décadence. D'autre part, de tout temps dans l'histoire, il y a eu des violences, des crimes. On peut penser aux invasions vikings en Normandie. On peut penser tout simplement à la chute de l'Empire romain, aux invasions barbares, etc. Dans toutes les époques, il y a eu des phénomènes de décadence morale, de dégénérescence des mœurs sexuelles, etc. Donc, on pourrait dire, hein, c'est l'adage latin, quid nove sub sole, hein, quoi de nouveau sous le soleil? Est-ce que notre époque est pire que les autres époques? Alors déjà, je pense que d'un point de vue général, l'humanité, si on faisait une sorte de moyenne, a toujours, on va dire, une moyenne globale de vices et de vertus, à peu près plus ou moins fluctuante, mais plus ou moins équivalente au fur et à mesure des époques. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toujours eu des hommes extrêmement vicieux, corrompus, et des hommes vertueux à toutes les époques.
mais néanmoins quand même avec des hauts et des bas. Et vous connaissez sans doute cette petite phrase hein, qui dit que les temps durs font des héros, qui eux font des temps d'opulence, et que les époques d'opulence font des hommes fragiles, lâches, etc., qui eux-mêmes vont créer les conditions des temps durs. Donc il y a ces formes de cycles, et je pense que l'opulence qu'ont pu connaître nos parents, notamment avec les 30 Glorieuses, etc., fait qu'aujourd'hui nous payons en quelque sorte ces périodes d'opulence et de ce déclin engendré par une vie trop facile. Mais néanmoins, peut-être ce qui caractérise précisément et plus particulièrement notre époque, c'est que si toutes les époques ont connu des mœurs corrompues, seule la nôtre érige le vice et la corruption en norme. C'est-à-dire qu'on voit finalement que nos élites politiques assument totalement leur homosexualité, leurs dérèglements moraux, ne s'en cachent pas et en font même presque, de sa manière, un étalage public et glorieux. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Toutes les élites ont toujours eu des mœurs décadentes. Alors, à quelques exceptions près, on peut penser à Saint-Louis, etc. Mais je veux dire, Louis XIV, alors à la fin de sa vie, il a eu une vie plutôt réglée, plus chrétienne, mais c'est quand même un homme qui a enchaîné un grand nombre de conquêtes féminines, etc. Mais il y avait toujours quand même cette forme de notion de bien et du mal qui nous transcende et de choses que, finalement, même si on pratique un certain nombre d'attitudes qui sont vicieuses ou viciées, eh bien, on n'en fait pas, on s'en glorifie pas. Et ça, je pense que ça caractérise précisément notre époque. D'autre part, ça on en a parlé souvent à Academia Christiana, c'est la révolution technique et technologique qui caractérise notre époque. On voit que si vous prenez un paysan français en 1940 et un agriculteur français en 2024, vous avez plus de différence entre les deux que entre le paysan de 1940 et le paysan de l'Antiquité. Parce que les moyens techniques ont fait des bonds prodigieux en l'espace d'un demi-siècle et ont totalement révolutionné notre mode de vie. On peut penser à toutes ces innovations, que ce soit l'avion, l'électricité, le téléphone, Internet, aujourd'hui l'intelligence artificielle, qui modifient de manière radicale la manière dont nous vivons. Et cela a eu pour conséquence, effectivement, un changement démographique majeur et qui lui aussi fait partie des singularités de notre époque. Donc on a une singularité qui est le fait d'assumer le déclin moral comme une norme, une singularité qui est une transition et un avènement de technologies nouvelles bouleversant qui n'a jamais eu d'équivalent dans les époques précédentes, et d'autre part, un changement démographique, lui aussi, qui n'a pas de commune mesure dans l'histoire de l'humanité. Entre moins 10 000 avant Jésus-Christ et 1900, l'humanité reste en dessous d'1 milliard d'habitants dans le monde. Entre 1900 et 2000, l'humanité passe de 1 à 7 milliards. Donc déjà, d'un point de vue historique, toutes les comparaisons, en quelque sorte, sont forcément à relativiser, parce que le Quattrocento, Florence, au grand siècle, c'est 40 000 habitants. Donc vous voyez, il est difficile finalement de comparer notre époque, notre siècle, avec les siècles précédents. Je voudrais évoquer une autre réflexion qui m'a particulièrement touché durant cette année et que j'emprunte à l'auteur David Engels qui va intervenir pendant cette université, qui est un historien et qui s'inspire beaucoup d'un autre historien allemand qui s'appelle Oswald Spengler. L'historien David Engels considère que les civilisations sont comme des êtres vivants, qu'elles ont une naissance, une période de maturité, puis ensuite un déclin. Et nous arrivons, en quelque sorte, nous, dans notre civilisation, dans la fin de cette phase de maturité qui nous emmène vers une certaine forme de déclin. Selon David Engels, notre civilisation européenne, elle commence avec Charlemagne. Cette civilisation nouvelle, qui commence par la chrétienté, n'a rien à voir avec la civilisation précédente, c'est-à-dire la civilisation romaine, qui, elle, s'est effondrée avec l'effondrement de l'Empire romain. Rien à voir, c'est pas une rupture absolue, mais néanmoins, c'est une nouvelle civilisation. Cette nouvelle civilisation, David Engels, à la suite d'Oswald Spengler, la caractérise comme étant la civilisation faustienne. Le mythe de Faust,
qu'on peut retrouver aussi matérialisée dans la devise des Habsbourg, plus ultra, hein, cette idée justement d'un élan vers l'absolu, vers l'infini, et qu'on retrouve à travers les flèches de nos cathédrales, à travers aussi, on pourrait dire, cette dimension prométhéenne dans la science, la conquête spatiale, la conquête en tout genre d'ailleurs, qui caractérise la civilisation européenne. Pour David Engels, le Moyen-Âge correspond à la période que les Allemands qualifient d'âge de la culture. C'est une époque donc de création artistique, spirituelle, philosophique, poétique. Et lorsque cette période est arrivée à son apogée, eh bien, elle bascule dans l'âge nouveau, l'âge de la maturité, qu'on appelle la modernité. Elle devient donc incapable de création, elle ne fait plus que reproduire des éléments du passé ou les détruire. Et cette époque sombre à la fin, et c'est selon David Engels l'époque dans laquelle nous situons, dans une sorte de malaise où la nostalgie côtoie aussi le nihilisme. Mais attention, nous dit David Engels, parce que la modernité n'est pas l'antithèse absolue du Moyen-Âge. C'est simplement une autre modalité du développement de l'esprit faustien. Au Moyen-Âge, nous cherchions à toucher l'infini en bâtissant des cathédrales dont les flèches tendaient vers le ciel. À l'époque moderne, eh bien, nous développons des fusées, nous développons des outils, des technologies qui nous permettent de faire des choses toujours plus rapides. Ce qui caractérise finalement cette opposition entre la modernité et le Moyen-Âge, c'est le matérialisme. C'est que ce qui anime l'élan vital du Moyen-Âge, c'est la transcendance, c'est la recherche de Dieu. Ce qui anime dans la modernité le développement prométhéen, c'est un bouleversement matériel. Mais ce n'est pas la fin de tout, parce que, à un moment donné, nous dit David Engels, les situations finissent par se récapituler dans une phase, dans une époque qui sera la synthèse. Et cette synthèse, je pense que c'est celle que nous inaugurons. Nous sommes peut-être des avant-gardistes, nous ne verrons peut-être pas de nos yeux cette phase de la synthèse, mais néanmoins, nous la portons en nous. Nous sommes même le symbole même de cette synthèse. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas renoncer aux acquis de la modernité que sont la liberté, par exemple. Mais néanmoins, nous nous rendons bien compte, et d'un point de vue rationnel, ce qui est tout à fait moderne, que l'époque dans laquelle nous vivons nous conduit qu'à l'absurde, au chaos, au nihilisme, au néant. Et donc, nous ne pouvons pas retourner au Moyen-Âge, parce que ce n'est pas possible, c'est absurde, ça n'a aucun sens. Mais néanmoins, est-ce que nous faisons, de manière consciente ou non, eh bien, c'est un effort de synthèse, c'est-à-dire de revenir à la tradition, de revenir à la transcendance, mais d'y revenir tout en conservant les acquis de la modernité que sont la liberté et la raison. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que nous atteignons une phase de déclin, une phase critique, mais la bonne, c'est que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Hein, peut-être que nous allons finalement tourner une page, nous allons quitter le monde des boomers pour créer un nouvel âge de notre civilisation. Et ce qui caractérise, je pense, le plus notre génération, c'est cette phrase de Christopher Lasch qui nous dit « Le déracinement déracine tout, sauf le besoin de racines ». Et plus nous sommes en quelque sorte éloignés, plus nous sommes, je pense qu'une grande partie d'entre vous, parce que c'est le cas habituel du public d'Academia Christiana, n'a pas grandi dans une famille en recevant une éducation chrétienne, même parfois n'a pas grandi dans une famille ni de droite, ni conservatrice ou je ne sais quoi. Et pourtant, justement, nous avons en nous cette soif de racines, cette soif de tradition, de transmission, de vitalité finalement, qui nous permet de persévérer dans l'être et de continuer à bâtir. Alors, pourquoi les vertus? Pourquoi parler pendant cette universalité des vertus? Pourquoi nous avons choisi ce thème-là? En réalité, c'est un constat assez pragmatique. Que vous soyez catholique, que vous soyez un patriote, un conservateur, un identitaire, ou ce que vous voulez, nous sommes une minorité. Notre marge de manœuvre, d'un point de vue politique, est extrêmement faible. Nous sommes en quelque sorte des fourmis. Et
même si aujourd'hui on voit avec des personnalités comme Bolloré ou d'autres grandes fortunes dans d'autres pays qui commencent à soutenir financièrement des combats qui vont à l'encontre des déconstructeurs, cela reste quand même quelque chose de petit, quelque chose d'encore assez fragile et minoritaire. Donc le pouvoir nous échappe, l'idéologie dominante nous est hostile, parce que je pense que même si Academia Christiana n'a pas été dissoute, je pense qu'il y a quand même toujours une volonté qui ne se tarira pas de nous nuire. Et donc que faire? Alors on pourrait, comme beaucoup de nos contemporains le font, passer notre temps à nous lamenter, à critiquer, à dire que tout va mal, à regarder l'actualité en la commentant. Mais finalement, tout ça ne servirait pas à grand-chose. Donc, que faire? Dans quel chantier faut-il investir le plus de nos énergies? Parce que de l'énergie, comme vous le savez, ce n'est pas une quantité infinie. Et donc, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas s'investir dans tous les combats. Il faut choisir. Ou en tout cas, si le choix n'est pas absolu, il faut concentrer son énergie dans quelque chose de principal. Et pour ça, je pense que le meilleur critère, c'est celui de l'efficacité. Il faut se dire, je vais investir mon énergie là où ça sera le plus efficace, là où ça va payer davantage. Alors, j'ai envie de dire ce que je vais vous dire là à présent, en soi n'est pas très original, parce que déjà les stoïciens, philosophes de l'Antiquité romaine, disaient la même chose. Commence par te changer toi-même. Je pense que là où nous avons une capacité d'action, là où nous pouvons faire quelque chose, là par où nous devons commencer, c'est nous-mêmes. Avant de vouloir sauver le monde, reconquérir la terre entière, il faut déjà commencer par se changer soi-même. Alors, je vais évoquer un domaine parfois, voilà, je sais que parfois, souvent c'est un peu moqué dans nos milieux, on se moque un peu du développement personnel, etc. Mais néanmoins, il y a quand même des choses intéressantes. Dans le développement personnel, on parle donc de ces deux sphères. Vous avez la sphère donc des préoccupations et la sphère d'influence. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on met dans les deux? Dans la sphère des préoccupations, ça peut être, je sais pas moi, le réchauffement climatique, le conflit israélo-palestinien, voilà, tout un certain nombre de choses sur lesquelles ni vous ni moi ne peut avoir une influence directe et significative. Et dans la sphère d'influence, c'est tout ce que vous pouvez changer concrètement, tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire votre lit le matin en vous levant, vous pouvez décider d'aller faire du sport, vous pouvez décider d'être charitable avec votre voisin, vous pouvez décider de vous marier, de fonder une famille, etc., etc. Donc, c'est vrai que ça peut sembler un petit peu insuffisant de se dire bon qu'est-ce que tu fais par rapport au déclin de ton siècle? Je fais du sport, je fais mon lit le matin, évidemment. Mais je dirais qu'en fait l'objectif, il n'est pas d'en rester là, mais il est simplement de faire en sorte que la sphère de vos préoccupations soit en adéquation avec la sphère d'influence. Que vous finalement vous ne vous préoccupiez que de ce sur quoi vous pouvez influer et que vous essayez évidemment petit à petit, en grandissant, en acquérant de nouvelles compétences, d'influer sur de plus en plus de choses. Donc, dans ce monde dans lequel nous sommes ni milliardaires, ni des oligarques puissants, nous n'avons d'autre choix que de commencer par travailler les vertus. Et pour ça, le philosophe grec Aristote est notre premier maître. Aristote est le premier dans l'Antiquité à avoir parlé des vertus dans un grand livre qui s'appelle l'Éthique à Nicomaque. Alors pour lui, la vertu, c'est pas une règle de morale, ce n'est pas ce que Nietzsche appelle la moraline, c'est tout simplement un sommet vers lequel l'homme doit tendre s'il veut s'accomplir. On pourrait dire chez Aristote, il y a une nature humaine, cette nature animale que nous avons tous, mais cette nature, contrairement justement aux autres animaux, elle nécessite un effort de notre liberté pour s'accomplir parfaitement. C'est-à-dire que nous naissons, certes, hommes et femmes évidemment, mais nous allons devenir, par nos actes, plus humains, de meilleurs humains. Et d'ailleurs, l'aboutissement de la vertu, c'est justement
ce qui étymologiquement est désigné en grec par Aristos, hein, les meilleurs. Qu'est-ce que c'est qu'une aristocratie? C'est le règne des meilleurs. Des meilleurs en quoi? Des meilleurs dans le domaine de la vertu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Très simplement, et on en parlera toute la semaine, donc je ne vais pas m'étendre longuement sur le sujet, une vertu, c'est une habitude. Tout simplement une habitude. Une habitude, mais une bonne habitude. C'est-à-dire, c'est le fait de poser, de répéter des actes bons. Et comme vous le savez, forcément, faire le bien, ça demande toujours des efforts. Se lever tôt le matin, rendre des services, etc., etc. Tout ça, c'est effectivement faire du sport. Ce sont des choses qui sont plus difficiles à faire que de rester au chaud dans son lit. Mais, nous dit Aristote, plus nous allons poser des actes bons, plus cette habitude va faciliter les efforts. Plus finalement, tous ceux qui ont l'expérience de faire du sport pourront en témoigner, plus vous allez soulever de la fonte, plus vous allez en soulever davantage. C'est tout simplement normal parce que vos muscles vont s'habituer à l'effort. Et au bout d'un moment, l'effort du début n'en sera plus un. Vous ferez d'autres efforts, mais des efforts pour faire des choses beaucoup plus difficiles. Eh bien, c'est exactement la même chose dans les vertus. Il faut commencer par prendre des bonnes habitudes, puis ensuite, une fois que vous les aurez acquises, elles constitueront une seconde nature. Elles feront que vous ferez le bien finalement sans même vous rendre compte. Ce sera quelque chose de naturel. Et du coup, vous irez encore plus haut en essayant de conquérir de nouveaux sommets pour faire des actions encore plus belles et encore plus saintes et encore plus héroïques. Chaque vertu, nous dit Aristote, c'est un sommet entre deux opposés que sont deux vices. Je prends un exemple, le courage, qu'on appelle aussi vertu de force, c'est le sommet entre la lâcheté d'un côté et la témérité de l'autre. Vous voyez qu'une vertu, c'est pas un extrême. Une vertu, c'est le juste équilibre. Et le juste équilibre au sommet. Le téméraire, c'est celui qui va au-devant des dangers sans réfléchir et en mettant tout le monde dans la panade parce qu'il prend des risques complètement absurdes. Le lâche, c'est celui qui refuse de prendre toute responsabilité parce qu'il est gouverné par la peur. Le courageux, c'est celui qui justement prend les bons risques au bon moment et qui ne met pas les autres dans la panade. Et enfin, Aristote nous dit que le vrai bonheur ne s'atteint pas par des biens matériels, mais par l'accomplissement de soi-même dans les vertus. En fait, le bonheur, pour Aristote, c'est pas un état, c'est pas un sentiment, c'est pas quelque chose qu'on ressent, c'est une action. Plus vous agissez de manière vertueuse, plus vous touchez du doigt le bonheur. Mais sachez encore une fois que le bonheur, voilà, ce n'est pas cette joie qu'on vous vend à travers la publicité. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose de sensible qu'on reçoit, voilà, comme quand on a mangé ou quand on a satisfait un de ses besoins physiques. Le bonheur, c'est quelque chose qui touche l'âme, comme finalement le couronnement en quelque sorte de nos actes. Alors cette universalité, elle sera l'occasion d'entendre parler des vertus, mais aussi de les mettre en pratique, évidemment. Et je veux en venir finalement pour conclure, à savoir pourquoi cette universalité. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on va passer une semaine ensemble? Eh bien, premièrement, c'est le sens même d'ailleurs du mot academia. Vous êtes là en tant qu'académicien pour vous former. Alors, vous formez à quoi? Premièrement, vous êtes là pour vous former à devenir meilleur. C'est exactement la même chose que les vertus. Vous êtes là à vous former pour devenir meilleur. Meilleur par la prière, meilleur par le travail manuel, meilleur par le service, meilleur par le sport, meilleur par les conférences, les lectures. Vous êtes là aussi pour vous engager. À Academia Christiana, nous ne voulons pas que vous soyez des consommateurs passifs, que vous soyez juste là à écouter et à passer une bonne semaine en vous faisant servir les pieds sous la table. Nous voulons faire de vous des jeunes hommes et des jeunes femmes qui s'engagent au service du bien commun. Enfin, vous êtes là aussi pour rencontrer de bonnes personnes. Sinon, vous auriez pu suivre les conférences d'Academia Christiana sur Internet, vous auriez pu écouter des podcasts, vous auriez pu lire des livres. Mais si vous êtes venu ici, c'est d'abord pour rencontrer de bonnes personnes. Et chaque année, nous avons la joie d'apprendre que des couples se sont formés à Academia Christiana, que des mariages en ont été la bonne issue. Nous apprenons aussi qu'il y a des vocations religieuses. Voilà, nous apprenons finalement que par les rencontres qui se font ici, cela porte du fruit et nous en sommes très heureux. Donc, je vous invite vraiment à prendre cette résolution dès maintenant
de ne pas passer à côté de cette semaine. Vous allez voir, ça va être une semaine de folie. Chaque année, tous ceux qui sont venus ici nous témoignent, nous disent qu'ils ont été enflammés par l'idéal qu'on essaye de vivre ici à Academia Christiana. Mais pour ça, il faut effectivement se prendre cette bonne résolution dès le début de la semaine, de se dire qu'on va faire cette université à fond, qu'on va pas passer à côté des services, à côté des conférences, à côté de la prière. Vous allez voir que ça va être dense, ça va être court, mais ça va être très riche. Merci à vous.